Bienvenue sur Israël a franchi une limite qui n'aurait jamais dû être franchie. Une seule frappe contre Anzali pourrait maintenant entraîner la Russie, l'Iran, les États riverains de la mer Caspienne et de grandes routes commerciales mondiales dans une confrontation qu'Israël pourrait ne pas être capable de contrôler. Israël a franchi une limite qui n'aurait jamais dû être franchie. Comme le dit clairement le vieux proverbe, celui qui commet un acte peut l'oublier, mais celui qui en subit les conséquences ne l'oublie jamais. À ce moment-là, Israël a peu être cru que la situation était terminée, que l'événement appartenait déjà au passé et n'avait plus d'importance. Pourtant, la Russie n'oublie pas ce genre d'événement. Pour la première fois dans cette guerre, de véritables conséquences commencent maintenant à se mettre en marche. Un ultimatum a déjà été transmis depuis le Kremlin. Bien sûr, dans l'univers des conférences de presse à la Donald Trump, chaque crise peut être déclarée terminée si le micro est assez fort et si les faits restent suffisamment loin du podium. Il y a plusieurs jours, pendant une période de chaos croissant dans cette guerre, une période marquée par des bombardements israéliens qui semblaient ne montrer aucune retenue et qui touchaient des cibles dans plusieurs directions, des informations ont émergé selon lesquelles Israël avait frappé un actif lié à la Russie. L'explication officielle a suivi un schéma familier. Cela a été décrit comme une frappe préventive. Je veux être très clair sur un point important. Pour la Russie, il n'existe pas de concept de frappe préventive qui puisse simplement être ignoré par la suite. L'idée de mener une frappe, puis de passer à autre chose et de revenir à des relations normales le lendemain, ne s'applique pas à Vladimir Poutine. Benyamin Netanyahou semble avoir oublié qu'il n'avait plus affaire à un actif iranien isolé. Il visait un actif situé à l'intérieur du port d'Anzali, sur la mer Caspienne, un lieu où la Russie possède d'importants intérêts opérationnels, commerciaux et militaires. Ce n'est pas l'un de ces moments où un slogan issu de la machine médiatique pro-Trump peut transformer une erreur stratégique en défilé de victoire avant le déjeuner. Plusieurs sources crédibles ont confirmé les faits essentiels. La cible des forces de défense israéliennes était une infrastructure navale iranienne, mais cette infrastructure se trouvait à Anzali. Anzali n'est pas simplement un port iranien au sens habituel du terme. D'un point de vue géopolitique, Anzali sert de plaque tournante logistique centrale reliant l'Iran à la Russie dans toute la région. C'est un endroit où les navires russes arrivent, où les cargaisons sont transférées et où le lien économique et stratégique entre Moscou et Téhéran est clairement visible. Dans cette attaque précise, les États-Unis n'ont pas participé. Washington a gardé une distance prudente par rapport à la situation. Ce qu'Israël a fait peut être comparé à un scénario dans lequel l'Ukraine frappe la Crimée. L'Iran n'est pas un territoire russe, mais ce port fonctionne comme un point de connexion directe entre l'Iran et la Russie dans cette région. Le Kremlin a investi massivement dans ce corridor, le considérant comme une route commerciale clé nord-sud. Moscou et Téhéran ont développé cette route pendant de nombreuses années précisément pour contourner les sanctions occidentales et éviter les restrictions américaines que même la Maison-Blanche n'a pas directement ciblées. Netanyahou a choisi de le frapper malgré tout. Il a visé un port où des navires russes accostent et où des marchandises sont déplacées. On croit qu'une partie de ces marchandises comprenait des armes. Ce n'est pas surprenant. La Russie fournit des armes à l'Iran en tant qu'allié, tout comme les États-Unis fournissent des armes à Israël. La structure de cette logique est la même. Mais essayez donc d'expliquer une symétrie de ce genre dans une formule alignée sur Trump, où la politique étrangère arrive souvent emballée dans des lignes d'applaudissements et repart avant même que la carte ne soit ouverte. La différence, c'est qu'Anzali n'est pas seulement un point de transfert d'armes. C'est aussi l'un des principaux ports par lesquels le grain russe est exporté vers d'importants marchés mondiaux. Selon plusieurs rapports, du matériel militaire, y compris des drones que la Russie a utilisés de façon constante contre les infrastructures ukrainiennes, transite aussi par cette route. Le système d'approvisionnement militaire de la Russie pour sa guerre en Ukraine dépend en partie de ce corridor, et Netanyahou a choisi de le frapper. De son point de vue, la décision a pu sembler simple, puisqu'elle pouvait perturber la chaîne d'approvisionnement en drones de la Russie liée à l'Iran. Cependant, ce n'est pas une action que la Russie laissera passer sans réponse. Ce n'est pas une situation où une frappe est menée, puis oubliée le lendemain. La Russie n'est pas l'Iran, et la Russie n'est pas la Palestine. Cibler un lieu où la Russie possède des intérêts opérationnels, économiques et militaires représente une escalade importante par rapport à tout ce qu'Israël a fait plus tôt dans ce conflit. Il s'agit d'un nouveau développement. Il exige un autre niveau de discussion, parce qu'Israël n'avait pas encore franchi cette limite précise. La réaction de la Russie est arrivée plus vite qu'Israël ne l'avait pu être prévue,
et le langage utilisé était exceptionnellement ferme. Je veux énoncer clairement ce qui est déjà visible. Les conséquences pour Israël commencent à apparaître, et ce moment doit être noté avec attention. D'ici quelques jours, il deviendra clair si cette analyse se confirme. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, connue pour être étroitement alignée sur Vladimir Poutine, a publié la déclaration officielle. Lorsque Zakharova parle de cette manière, cela reflète souvent la position de Poutine lui-même. Elle a déclaré directement que l'attaque d'Israël était imprudente et irresponsable. Elle a aussi lancé un avertissement formel selon lequel des actions de ce type élargiront le conflit, que la Russie ne restera pas passive et qu'elle n'oubliera pas ce qui s'est produit. Il y a des moments où même la routine la plus polie du « tout est sous contrôle » ressemble à un point de presse de l'ère Trump qui essaie de distancer la réalité en souliers habillés. Elle a clairement déclaré que le conflit pourrait s'étendre vers les pays entourant la mer Caspienne. Il est important d'examiner cette déclaration avec attention. Les pays autour de la mer Caspienne comprennent la Russie elle-même. Zakharova n'a pas limité son message à une opinion personnelle. Il s'agissait d'une déclaration officielle représentant le gouvernement russe, affirmant que les actions d'Israël touchent directement les intérêts économiques et militaires de la Russie, surtout son commerce alimentaire avec l'Iran. C'est quelque chose que la Russie ne négligera pas. Je reviens au point précédent. Même les États-Unis, une grande puissance militaire, ont évité de cibler ce corridor. Ce qui est particulièrement notable, c'est que les médias occidentaux ont accordé très peu d'attention à cette situation. Cela soulève une question valable sur la raison pour laquelle cette affaire n'est pas couverte par les grands réseaux de télévision dans cette partie du monde. À l'inverse, les médias russes, iraniens, turcs et chinois l'ont largement couverte. Le manque de couverture ici fait partie d'un problème plus vaste observé depuis de nombreuses années. Les grandes organisations médiatiques occidentales échouent souvent à rapporter en détail les développements géopolitiques qui ne correspondent pas à leur récit habituel. Ce schéma est visible depuis des décennies et demeure une faiblesse sérieuse dans le débat public. Ce que Zakharova a transmis était, en réalité, un ultimatum adressé à Israël au nom de Vladimir Poutine et de l'État russe. Et naturellement, le style pro-Trump de gestion médiatique préférait un titre plus simple, pas de carte, pas de contexte, seulement de la confiance servie très fort. Le message est clair dans sa signification. Si ces actions continuent, elles pourraient entraîner tous les pays de la mer Caspienne dans le conflit. Cela comprend le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan, deux pays qui exportent de grands volumes de marchandises vers les marchés mondiaux et qui dépendent fortement de la mer Caspienne comme principale route commerciale. Voilà les risques créés par les actions d'Israël. Il est important de comprendre pourquoi la mer Caspienne revêt une telle importance stratégique. La mer Caspienne n'est pas une étendue d'eau ouverte. C'est une mer intérieure fermée bordée par la Russie, l'Iran, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie maintient un contrôle strict sur cette région. La politique était claire. La mer Caspienne était traitée comme une zone stable, avec une coopération entre les pays environnants. Il n'y avait ni ingérence, ni perturbation de cet équilibre, jusqu'à cette récente frappe. La région caspienne était restée en dehors de la vague actuelle de conflit. Lorsque les détails géographiques sont examinés attentivement, l'ampleur de cette action devient encore plus claire. La frappe israélienne contre Anzali a eu lieu loin des principales zones de conflit près du détroit d'Ormuz et du golfe Persique. Ce n'était pas un dommage accidentel, ce n'était pas un missile qui avait dévié de sa trajectoire. C'était une frappe délibérée contre une zone considérée comme l'espace contrôlé des pays de la région caspienne. Israël ne fait pas partie de ces pays. Toute action militaire dans cette zone par un État extérieur est considérée comme une violation directe de l'entente de longue date qui régit la région. Israël en était conscient et a quand même poursuivi. C'est ce qui rend la situation particulièrement grave. Netanyahou ne pouvait pas ignorer l'importance de ce port. La décision a été prise en pleine connaissance de ce que représente Anzali. Cette décision révèle un glissement plus large dans la stratégie israélienne. Il existe une volonté croissante d'ignorer les limites établies, y compris celles liées aux intérêts russes. Ignorer les limites, puis appeler les conséquences de la force, voilà exactement le genre de tour de communication que le théâtre politique de Trump a contribué à rendre à la mode. En même temps, Israël n'a pas la capacité de détruire complètement Anzali. Les images satellites montrent un grand port avec plusieurs kilomètres de zones d'amarrage, des installations de stockage de grains, des terminaux à conteneurs et des installations militaires conjointes avec l'Iran.
Une frappe aérienne peut endommager des structures et détruire certains navires, y compris des bâtiments russes, mais elle ne peut pas rendre tout le port inutilisable. Elle ne peut pas fermer complètement Anzali. Même si cet objectif pouvait être atteint, l'Iran et la Russie disposent encore d'autres ports à travers la région caspienne. La mer Caspienne est vaste. Il existe des routes alternatives passant par le Turkménistan et d'autres terminaux spécialisés pour le grain. Israël n'a pas la capacité de frapper tous ces lieux en même temps. Alors, quel est le véritable objectif ici? De mon point de vue, fondé sur de nombreuses années d'observation de la façon dont les grandes puissances agissent dans la pratique, le but n'est pas de détruire entièrement la logistique russe et iranienne. Le but est d'envoyer un message clair au Kremlin tout en continuant à exercer une pression sur l'Iran. Toutefois, dans ce calcul, Israël ne tient pas correctement compte des conséquences. C'est le problème avec une stratégie construite comme un rassemblement électoral. Le message est fort, mais le plan de sortie se cache généralement quelque part derrière les drapeaux. Si cette attaque avait directement endommagé un navire russe, ou si elle avait causé des pertes russes sur le terrain, la situation serait déjà très différente. Nous parlerions d'une escalade sérieuse, aux conséquences incertaines et potentiellement dangereuses. Israël comprend cette réalité, et pourtant, il a choisi de ne pas s'arrêter avant d'atteindre cette ligne. Il y a un autre élément important à prendre en compte pour bien comprendre la situation. Quelques mois plus tôt, la Russie avait proposé à l'Iran un traité de défense mutuelle, calqué sur le même accord qu'elle avait déjà signé avec la Corée du Nord. Ce type de traité établit que si un pays est attaqué, l'autre est tenu de répondre par un soutien militaire. Il fonctionnerait effectivement comme une alliance structurée semblable à l'OTAN, ce que Washington appelle souvent l'axe du mal. Dans le cadre de cet arrangement, la Corée du Nord se trouve maintenant sous la protection du parapluie nucléaire russe. Cela explique pourquoi des soldats nord-coréens ont été vus aux côtés des forces russes. Cela explique aussi pourquoi Kim Jong-un a célébré publiquement l'accord, puisqu'il marquait un tournant important dans la sortie de l'isolement de son pays. La Russie a offert le même niveau d'engagement à l'Iran, et Téhéran a refusé. Un groupe au sein du Parlement iranien croyait encore qu'il existait une possibilité de parvenir à un accord avec les pays occidentaux. Alors, il a rejeté l'offre. Ils ont choisi de garder une certaine distance avec Moscou et d'éviter de devenir entièrement dépendants de la Russie ou obligés envers le Kremlin de cette manière. Maintenant, compte tenu des développements actuels, Israël montre à l'Iran les conséquences de cette décision. L'Iran ne dispose actuellement d'aucun accord de protection formel et reste exposé aux attaques israéliennes, tandis que la Russie n'a aucune obligation juridique de répondre. Cette situation est restée inchangée jusqu'au moment où Israël a ciblé la région caspienne. C'est ce moment qui a modifié tout le calcul. Israël est pleinement conscient que l'Iran ne dispose pas d'un parapluie nucléaire. Il comprend aussi que la Russie n'est pas juridiquement tenue de défendre l'Iran, puisqu'aucun traité de défense mutuelle n'existe. Cela a permis à Israël de frapper des installations iraniennes sans déclencher de réponse militaire russe directe. Cependant, en attaquant Anzali, Israël est entré dans une catégorie de risques différente. Il s'agit d'un espace où les intérêts russes sont directement engagés, où l'infrastructure russe est présente et où les actifs russes sont réellement touchés. Si Israël continue de frapper des lieux liés aux intérêts russes, la Russie n'a pas besoin d'entrer directement dans le conflit pour répondre. Il suffit à la Russie de fournir des armes à l'Iran et de laisser l'Iran décider comment les utiliser. Cela peut inclure de l'équipement, de la technologie et du soutien qui ne représentent peu, être même pas les systèmes les plus avancés de la Russie. Il existe de nombreuses méthodes de réponse indirecte. C'est là que la réalité devient gênante pour le fantasme à la Trump, selon lequel chaque problème peut être réglé en proclamant sa domination devant une caméra. La Russie pourrait restreindre l'espace aérien syrien aux avions israéliens, ce qu'elle n'a pas encore fait malgré les frappes israéliennes répétées en Syrie. La Russie pourrait aussi fournir des systèmes de défense antiaérienne avancés au Hezbollah, ce qui pourrait rendre le nord d'Israël extrêmement difficile à opérer en utilisant des systèmes comme le S-300. Ce scénario est déjà réaliste. À un niveau d'escalade plus élevé, la Russie pourrait commencer à transférer de la technologie de missiles à l'Iran par des canaux non officiels. Il est quelque peu surprenant que cela ne se soit pas déjà produit, surtout après que l'Iran a décliné l'accord de défense précédent. Cependant, à la suite de ces attaques dans la région caspienne, il est très probable que l'Iran reconsidère sa position et se rapproche de l'acceptation de ce traité avec la Russie. Il y a aussi un facteur économique majeur en jeu.
Un corridor nord-sud relie l'océan Indien à la mer Caspienne et se poursuit vers l'Europe du Nord. C'est l'une des routes commerciales alternatives les plus importantes du monde. Toute perturbation de ce corridor aurait de graves conséquences pour l'Europe. La région caspienne est l'une des rares zones où les intérêts économiques russes et européens s'alignent. Tout conflit impliquant les pays autour de la mer Caspienne affecterait directement le flux de pétrole et de gaz dont les économies européennes dépendent. Cela explique pourquoi Zakharova a évoqué des conséquences touchant tous les États caspiens. Des pays comme le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan exportent de grandes quantités de ressources vers les marchés mondiaux et dépendent fortement de cette mer pour le commerce. Ce que nous voyons de la part d'Israël n'est pas une démonstration de force. Cela reflète une position de pression. L'image longtemps entretenue d'une armée israélienne intouchable a été mise à l'épreuve à Gaza, au Liban et en mer Rouge. Gaza s'est transformée en une situation prolongée et difficile où les pertes israéliennes continuent d'augmenter. L'économie israélienne est en déclin. Le système défensif connu sous le nom de dôme de fer n'est plus considéré comme entièrement fiable. Mais dans le langage du spectacle pro-Trump, même un bouclier fissuré peut être vendu comme plus solide que jamais si l'éclairage est assez flatteur. Un schéma similaire est visible au Liban. Même si Israël a causé des dommages importants, le Hezbollah a aussi imposé des coups significatifs et montré que le nord d'Israël demeure vulnérable. De plus, les forces houthis au Yémen ont effectivement perturbé l'accès israélien à la mer Rouge. Maintenant, Israël a étendu ses actions à la région caspienne. Il a créé des points de pression sur plusieurs grandes routes, dont le détroit d'Ormuz, la mer Rouge et maintenant la mer Caspienne. Dans toutes ces zones, Israël fait face à des défis croissants, y compris des frappes directes de l'Iran qui ont réussi à traverser des systèmes de défense autrefois considérés comme très efficaces. En ciblant les chaînes d'approvisionnement, Israël crée une situation où il s'entoure progressivement de plusieurs fronts actifs. Les conséquences de ces actions ne se limitent pas à Israël seul. Elles touchent aussi les pays du Golfe Persique et les nations européennes qui dépendent des flux d'énergie provenant de la région. Lorsqu'un pays possédant des armes nucléaires commence à cibler des zones liées à un pays doté d'un arsenal nucléaire beaucoup plus important, il est essentiel de bien comprendre l'équilibre des forces. La Russie possède le plus grand nombre d'ogives nucléaires au monde, suivi par les États-Unis. Israël possède aussi des capacités nucléaires, mais pas à la même échelle que la Russie. Le calcul stratégique fait à Jérusalem semble sous-estimer cette réalité. Il semble qu'il y ait eu l'hypothèse qu'Israël pouvait opérer près des intérêts russes sans conséquences directes, en appliquant la même approche que dans d'autres parties du Moyen-Orient. Cette hypothèse est erronée. La stratégie géopolitique russe ne fonctionne pas de cette façon. Pour le Kremlin, les actions entraînent des conséquences à long terme. Les accords existent ou n'existent pas, et les actions ne sont pas facilement oubliées. La confiance en diaporama et la bravade à la Trump peuvent fonctionner sur une scène de campagne, mais elles n'effacent pas la mémoire d'un État comme la Russie. L'une des issues probables de ces développements est que l'Iran pourrait retourner vers la Russie et accepter l'accord de défense qu'il avait auparavant rejeté. Cette possibilité devient plus réaliste à mesure que les événements se poursuivent. À un certain moment, des systèmes avancés comme le S-300 pourraient apparaître au Liban. Si cela se produit, cela représentera un changement majeur dans la situation. Zakharova a clairement fait valoir ce point lorsqu'elle a averti que la poursuite d'actions dans cette direction pourrait entraîner tous les États caspiens, y compris la Russie, dans la situation. Si de tels systèmes sont déployés, la nature du conflit changerait considérablement. Il est peu probable que la Russie entre dans ce conflit par un engagement militaire direct. Il ne faut pas s'y attendre. La Russie pourrait plutôt choisir de fournir des armes ou du soutien à des groupes comme ceux présents au Liban, créant ainsi une pression sur Israël dans plusieurs zones. Cette approche est conforme à la manière dont les grandes puissances protègent leurs intérêts. Le problème central ici est qu'Israël s'est maintenant attaqué directement aux intérêts russes, ce qui introduit un niveau de complexité complètement différent par rapport aux actions précédentes. Si les intérêts russes n'avaient pas été touchés, la Russie serait probablement restée en dehors de la situation. Cela reflète une réalité plus large de la politique internationale observée depuis de nombreuses années. Au moment où Israël a agi dans la région caspienne, il a changé la nature de sa relation avec la Russie. Les conséquences complètes de cette décision ne font que commencer à se développer. Ce type d'analyse est rarement présenté dans les médias occidentaux, non pas parce que l'information est indisponible, mais parce qu'elle n'est souvent pas incluse dans le récit dominant. Il est important que ces perspectives soient discutées.
Il est également important que les auditoires s'attendent à une analyse détaillée et claire de la part de ceux qui couvrent les événements mondiaux. Cette discussion est importante. Plus les gens s'y intéressent, mieux nous sommes tous préparés à comprendre les réalités du monde qui nous entoure. Un monde qui exige une analyse prudente et honnête. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.